Allez, on commence. Ok, On commence ça va maintenant. falloir, hein. Vous avez appris à développer comment? Et quand, surtout? C'est ça la question. Alors, je vais laisser Vianney répondre en premier parce que c'est lui qui a commencé. Ouais. Ouais, je suis plus vieux, donc forcément, j'ai commencé avant. Vous avez 7 ans d'écart, c'est ça? Ouais, Ouais. 7 ans, ok. Moi, j'ai commencé sur l'ordinateur de mon grand-père qui traînait dans le salon et qui m'a toujours intrigué. Et j'ai commencé à bidouiller sur ça et j'ai adoré. J'avais 6 ans à peu près. À l'époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait rien du tout. Mon grand-père était féru d'informatique déjà. Et toute ma famille a baigné là-dedans très tôt. Donc forcément, j'étais un peu voué à tomber dedans. Comme on est 5 frères et sœurs, il y avait des chances que quelqu'un tombe dedans, c'était moi. Donc j'ai jamais arrêté, c'était ma passion. Toute ma vie s'est orientée sur le développement. Mes amis, c'était des développeurs. Bon, j'ai fait que ça. Donc c'était assez logique de rentrer là-dedans. Et donc j'ai fait la fac. Classique, fac d'informatique, forcément. Et après, d'autres personnes de la famille, comme François, m'ont suivi parce qu'eux savaient moins ce qu'ils voulaient faire. Ils se sont dit, bon, ça a l'air cool, l'informatique. Et résultat, aujourd'hui, on a 2 sœurs et un frère, 4 personnes qui sont dans l'informatique. Il n'y a que la petite dernière qui s'est opposée, comme d'habitude, la petite dernière qui s'est opposée à l'informatique, mais finalement, aujourd'hui, réfléchit à se reconvertir aussi dans l'informatique. Donc finalement, j'ai entraîné un peu toute la famille dans l'informatique, au sens large. C'est ça. Ok. Moi, de mon côté, j'étais plus joueur, j'étais beaucoup sur l'ordinateur, j'aimais bien le bidouiller, le démonter, tout ça. Et c'est après où j'ai commencé à faire un bac électronique, j'aimais bien l'électronique, tout ça, je trouvais ça sympa, ça me rapprochait aussi du PC. J'ai touché un petit peu à la programmation et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas essayer de me lancer dedans. Et j'ai pu rentrer à la fac et donc continuer à programmer. C'est là vraiment que j'ai adoré bidouiller, installer Linux, faire des trucs comme ça. Et t'avais quel âge à ce moment-là? du coup, la fac, c'est quoi? C'est 19 ans, Ouais, ça, ok, quoi, ok. dans ces eaux-là. Ouais, Avant, quand j'étais plus jeune, je savais démonter des PC, je m'amusais à les démonter, mais je programmais pas du tout. J'avais pas trop la fibre pour ça. Parce que moi, je me demandais à quoi ça ressemblait Internet dans les années 90. Tu vois, Ouais. Moi, ça n'existait pas. Donc, quand j'ai découvert Internet, j'étais à la fac sur les serveurs des labos de recherche. Ouais. C'est le seul qui avait des salles serveurs. Et c'était en ligne de commande et c'était incroyable et c'était que de la recherche. C'est-à-dire que pour le coup, tu te connectais sur des groupes de recherche pour faire de la recherche, accéder à des articles, des trucs comme ça. Et c'était vraiment le tout début. Donc il n'y avait rien de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et les seuls trucs que faisaient un peu fun, c'est que les étudiants avaient accès à des mods. Donc en fait, c'est des genres de World of Warcraft, mais uniquement en texte. Et donc ils passaient leur nuit sur les ordis à jouer à ces jeux-là, qui n'étaient pas en ligne, c'était hors ligne, mais c'était des histoires textuelles un peu de Donjons et Dragons, et les gens passaient leur temps dessus. Donc c'était les prémices comme du jeu vidéo qu'il y avait dans la chercheure, parce que les chercheurs, il y avait des fans de jeux vidéo. Et moi, toute ma jeunesse et jusqu'à, je passe en 98 que j'ai commencé à découvrir Internet. Et avant, c'était old school. Donc, c'était des bouquins, des magazines et puis des potes, en gros. Et il fallait se démerder avec ça. Il parlait de bidouille. Et là, c'était la vraie bidouille, puisque pour le coup, il fallait se démerder avec très peu de choses. Donc, le seul moyen, c'est... Mais tu disais que c'était votre grand-père qui avait un ordinateur? Ouais. Et c'était pour quel usage, du coup? C'est assez incroyable, parce que pour le coup, donc, mon grand-père, ça fait un bout de temps, et il s'était dit que ça pourrait être cool, il était fonctionnaire, haut fonctionnaire, et il s'était dit que ça pourrait être cool d'acheter un ordinateur et de pouvoir référencer tous les biens immobiliers qu'il avait au boulot dans une base de données, en sachant qu'à l'époque, les bases de données n'existaient même pas. Donc c'était complètement de la visionnaire, un visionnaire de dingue. Et donc, il bidouillait avec mon père, qui lui aussi était intéressé par le sujet, sur comment on pourrait digitaliser les impôts. C'est il y a 40 ans, c'est un truc de dingue. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Évidemment, il l'avait acheté sur son argent personnel. Évidemment, il n'a jamais rien imposé aux impôts, parce que c'était impossible à imaginer. Mais il y avait déjà des prémices dans la famille de gens qui voyaient comment l'informatique pouvait vraiment changer le monde. Et comme notre père était chercheur, il étudiait beaucoup, il avait beaucoup d'études, et donc pareil, l'informatique, c'était pas son métier, mais il utilisait beaucoup les ordinateurs pour pouvoir synthétiser et faire des expériences, etc. Donc en fait, il a toujours été sur un ordi, et moi, je passais mon temps à aller regarder, bosser dessus. Donc c'est ça qui m'a donné un peu les prémices de la passion là-dessus. Ok. Et vous vous souvenez de la première fois que vous avez commencé à créer un petit projet ensemble? Parce que vous avez fait plein de boîtes, on va en parler, mais la première fois que vous avez créé quelque chose ensemble? Moi, ça devait être le Webdo, je pense. Oui, il y a des chances.
Le Webzo, c'était une application pour pouvoir gérer les cadeaux à s'offrir dans la famille. Donc, on se faisait notre liste. Et l'idée, c'est que tout le monde pouvait piocher dedans, le réserver. Comme ça, les autres savaient qui est-ce qui était réservé, qu'est-ce qui n'était pas. À la base, c'était notre sœur qui l'avait fait en PHP. Ok. Et nous, à l'époque, Meteor venait juste de sortir. Je crois c'est en 06 quelque chose. Et on s'est dit, ça pourrait être cool de refaire avec Meteor. Et c'est là qu'on a fait le projet à deux. Et on a... notre premier projet. Quoi. En sachant que on avait une histoire très particulière parce que moi j'étais dans mon monde avec mes copains, j'étais dans le jeu vidéo sur Paris, lui était à Lille encore, et bon, il a toujours été à Lille. Donc finalement on n'avait quasiment aucun lien, c'est-à-dire il y a 7 ans d'écart, c'est quand même assez important. Moi, j'étais avec mes copains déjà au boulot, pendant que lui était encore à jouer, à faire du skate, et un peu du skate, du roller et des LAN. Donc, on n'avait aucune affinité, à part que lui bidouillait et moi, je codais, mais on passait peu de temps ensemble, en fait. Et c'est vraiment... donc, on a fait le Webdo un peu comme ça pour s'amuser, mais c'est le premier truc ensemble. Mais jamais on avait prévu de passer du temps ensemble un jour, quoi. C'est-à-dire que c'était pas une évidence. On n'était pas genre comme cul et chemise et à passer notre temps ensemble, quoi. C'est venu beaucoup plus tard et grâce à eFounders, mais c'était pas prédestiné du tout, quoi. Donc c'est assez original de voir que tu peux passer la moitié d'une vie avec finalement quelqu'un que tu côtoies dans ta famille, mais que tu vois pas beaucoup, finalement, ça fait 10 ans qu'on est ensemble tous les jours à bosser comme si on se connaissait depuis toujours et qu'on était vraiment ensemble toujours, quoi. Et alors justement, c'est quoi la sensation sur cette première fois? On se dit, c'est surprenant de pouvoir découvrir son frère sur une partie peut-être plus travail, ou comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là? C'est vrai que c'est cool parce que moi, c'est mon grand frère. Ouais. Et c'est vrai qu'on a toujours eu peu d'interactions parce que dû à l'écart d'âge. Et j'ai commencé à être vraiment intéressant. Vianney était parti de la maison, il travaillait déjà, donc on n'a pas pu créer ce lien. Et là, ça a permis vraiment de se rapprocher, de passer du temps ensemble, d'échanger sur des choses qui nous passionnaient tous les deux. Du coup, c'était très motivant. Puis comme il avait beaucoup d'expérience, j'ai pu apprendre beaucoup. C'était très intéressant et c'était cool. C'est vrai que ça nous a rapprochés. Ce projet nous a rapprochés, en fait. C'est-à-dire que naturellement, alors évidemment, pendant les fêtes de famille, on discutait de bidouille, quoi. On parlait des derniers processeurs. Moi, j'étais fan de Windows, lui était fan de Linux. Il me pétait les couilles à toujours dire que Linux c'était mieux que Windows. Bref, on avait des discussions quand même. On n'était pas complètement séparés, mais c'était 3 fois par an pendant les réunions de famille, quoi. Et c'était très cool, mais finalement, on se connaissait pas tant que ça, quoi. Et il avait son univers, j'avais le mien, et il n'y avait pas du tout de lien, quoi. Donc le Webdo nous a déjà un peu rapprochés, parce qu'on a dû discuter ensemble de ce qu'on avait de coder, machin, qu'on allait faire, etc. Moi, ça m'a permis de voir que le petit gamin qui traînait dans les pattes, finalement, maintenant, c'est un adulte et qu'il a quand même des compétences, alors qu'à l'époque, je le voyais plus faire du vélo ou du roller. Donc, pour moi, c'était pas un développeur. Et de voir que finalement, si, maintenant, il était devenu un développeur et que j'avais un peu raté cette évolution et que là, il était carrément... on pouvait parler de face à face, d'homme à homme, de développeur à développeur, quoi. Donc c'est cool. C'est cool. C'est le premier truc en mode, tiens, finalement, j'ai un frère. on a des sujets communs, c'est cool. Ok. Et alors, qu'est-ce qui vous a lancé sur Talkus alors, par la suite? Alors, avant Talkus, j'avais rejoint le eFounders en tant que CTO sur Paris, pour le coup. Et à l'époque, Thibaut Lézière voulait monter une équipe core interne pour travailler sur des sujets que toutes les boîtes ont, comme le marketing, le développement, etc., quoi. Et de fil en aiguille, il fallait recruter un dev. Et là, j'ai cherché dans mon réseau et je suis tombé sur François. Donc, je lui ai proposé. Ça s'est fait. Et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment à bosser ensemble. Et on savait potentiellement qu'on voulait faire un truc ensemble un jour peut-être. Mais avant de se lancer comme ça dans le vide, on s'est dit, on va d'abord essayer de travailler ensemble dans un contexte neutre. Et on verra bien si ça se passe bien ou pas, quoi. Et ça s'est tellement bien passé qu'un jour, on s'est dit, vas-y, maintenant, faut qu'on fasse notre propre truc, quoi. À force de voir chez eFounders des super projets sortir, forcément, quand on est un peu passionné par l'entrepreneuriat, c'est obligé que tu te lances, quoi. Et puis vous aviez cette patte à la base, quoi. On ne savait pas trop, mais on savait qu'on avait envie de créer des trucs. Chez eFounders, c'était vachement cool, mais faire son propre truc avec ses propres règles, parce que eFounders a ses propres méthodes de développement de produits et que ce n'est pas forcément les nôtres. Et c'était le moment. Donc, ça, dans les yeux, un jour, on s'est dit, bon, allez, vas-y, on leur dit qu'on part et qu'on fait un truc. Et on est parti du jour au lendemain, quasiment comme ça, sans aucune idée, quoi. Et l'idée, justement, on l'a trouvée après, quoi. Moi, je me souviens aussi, c'est qu'on stressait beaucoup à dire à Thibaut, on a pris notre décision, on voulait partir. Et on s'est dit,
tu vois, il nous a donné sa confiance, il comptait sur nous et on avait un peu la peur de le trahir. Ouais. Et en fait, il a été super cool. Il nous a dit non, mais allez-y. Lui aussi, c'est un entrepreneur et il comprend cette émulsion et il nous a poussé et on était vachement rassurés. Et donc, on est parti et nous, on s'est dit, on n'avait pas envie de perdre de temps, on voulait aller très vite et on s'est dit, un challenge qui pourrait être vachement rigolo, c'est de se motiver sur un week-end. On prend un hackathon, on s'incruste, on développe notre idée et, sur un week-end. Et comme c'était pas assez, on s'est dit, vas-y, le vendredi avant le hackathon, on a contacté, Vianney a contacté des copains dans la tech et on leur a dit, vas-y, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous semaine prochaine? On a un projet à vous présenter, sachant qu'on n'avait pas encore l'idée du projet ni codé quoi que ce soit. Ok. Et on voulait vraiment, on s'est dit, ça nous forcera à nous bouger les fesses, on n'aura pas le choix, on est contraint de présenter quelque chose. Donc si on est contraint, on n'a pas le choix que de sortir quelque chose. Et ça a été assez dur sur le week-end, on a bossé comme des fous, mais avec la motivation aussi du hackathon. Il y a une grosse stimulation, c'est tout un week-end où tout le monde est là à créer un projet. Ça nous a bien motivés et on a réussi à faire en sorte que le rendez-vous du lundi, on avait un petit truc à présenter. Alors bon, c'est le classique, la démo où on passe exactement le petit fil qui va bien, où on sait qu'il y a les petits bugs de ci, de là à éviter. Et parce que c'est assez classique, surtout sur un projet, sur un week-end, c'est un peu compliqué de faire un truc parfait sur le week-end. Mais on a pu faire une petite démo de l'idée du projet et franchement, ça avait bien bluffé les gens, ils trouvaient ça cool. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on avance sur ce projet-là et on continue. Et donc, c'est là qu'on a développé donc Talkus. Ouais. Et l'idée, on est venu dessus parce qu'on voulait, on s'est dit, Slack, c'est en train d'exploser. Ils allaient sortir leur place de marché, on pouvait se connecter dessus et on s'est dit, vas-y, ça crée une contrainte, mais ça pourrait être vachement intéressant de faire une app dessus. Et on a pas mal réfléchi, on s'est dit, Slack, c'est pour la communication interne, on pourrait faire un outil qui permettrait d'apporter de la communication externe dans Slack. Et donc, ça permettrait aux entreprises de rester à l'intérieur de Slack, même pour communiquer avec leurs clients. Et on a fait donc les démos la semaine suivante et on a continué là-dessus. En fait, ça a été super naturel. C'est-à-dire que les gens qu'on a vus lundi ont trouvé ça génial. Ouais. Ils étaient prêts à signer, ils l'ont utilisé, ils l'ont installé en interne. On s'est dit, OK, on a un truc là, on va continuer. Donc, on a bossé dessus pendant quelques semaines jusqu'à faire une version payante. Donc, c'était assez naturel. Slack, je l'avais déjà installé chez Founder. Moi, j'adorais le concept. Moi, je voyais bien qu'il y avait un truc de fou. On savait qu'on avait deux techs, donc il nous manque du business. La marketplace, c'était un moyen d'avoir la visibilité sans rien faire, en fait. Parce que pour le coup, c'est Slack qui va mettre en avant les trucs. Et c'est l'important, c'est qu'on a trouvé rapidement un projet où il y avait une force. La force, c'était qu'on est tech et qu'il y avait une technologie. Comment faire pour transformer Slack, qui n'est pas du tout fait pour faire des supports clients, en un truc de support. Il fallait inventer de nouveaux concepts qui n'existaient pas. Et ça, c'est tout à fait ce qu'on aime faire, quoi. C'est bidouiller les systèmes et tordre un peu tordre les bras pour que ça passe. Et le marketing, on savait que ça allait être géré par Slack, donc tout bénef, quoi. Et ça s'est confirmé, quoi. Donc on a bossé dessus pendant 2 ans à peu près. Ouais, c'est ça. On avait une petite croissance. 2015-2016 Ouais, 2015-2016. Je crois que c'est fin 2015, autour de décembre. Et on a fait, je me souviens, on avait fait l'annonce de la version, la vraie version, le 1er janvier. On avait fêté ça à 2. Sur Product Hunt. D'ailleurs, ça aussi, c'était rigolo. C'était à la base, on ne voulait pas poster sur Product Hunt, on voulait attendre un peu après. Et c'est un copain qui l'a mis le 1er décembre, je crois. Sur 1er janvier. Le 1er janvier. Le 1er janvier, donc le jour où tu vas dire non, pas poster ce jour-là parce que tout le monde est en congé, personne ne va regarder le produit. Ouais. Et on a eu un petit Product Hunt un peu forcé, mais finalement c'est quand même bien passé, mais c'était assez rigolo. Pourquoi vous vouliez pas le lancer directement le projet? Parce qu'on s'est dit le 1er janvier, tout le monde est en fête, personne ne va regarder, c'est pas le moment de sortir un projet Product Hunt. On est bourré, quoi. Ouais. Il y a des bonnes pratiques. Déjà à l'époque sur Product Hunt, il y avait des bonnes pratiques sur quel jour faut lancer, quelle semaine, quel machin. C'était moins pire qu'aujourd'hui, mais c'était déjà très, très codifié, quoi. Et lancer le 1er janvier, c'est un flop assuré. Personne est sur son téléphone, tout le monde est soit bourré, soit dehors. En plus, c'était un week-end, je crois, ce jour-là. C'était un non-sens, quoi. C'était un anti-pattern absolu, quoi. Et finalement, c'était une leçon, parce que finalement, comme personne poste et qu'on est les seuls, pour le coup, le peu d'audience qu'on a, va regarder, on prend tous cette audience, quoi. Et donc, finalement, on a réussi à être producteur
of the the week, day. parce que Day of the week, parce Day que of the week. finalement, parce que personne voulait poster déjà la semaine entre Noël et Nouvel An. Bref, donc finalement, on a réussi à faire un truc sans le vouloir, pas préparé du tout, parce qu'on nous a mis sous le coude, on nous a imposé le truc, et alors qu'on n'était même pas... on faisait la fête aussi, mais on n'était pas très dispo, on n'était pas organisé, c'était vraiment un truc à l'arrache, quoi. Mais à l'époque, c'était le vrai Product Hunt, c'est-à-dire que c'était vraiment des gens qui découvraient des projets, c'était pas organisé, donc c'était le jeu, en fait. Mais on s'y attendait pas du tout, et on était un peu pris de court, et on a pris ça comme une sorte de signe destin, je sais pas quoi, et on a dit, bon, bah, allez, vas-y, on le fait, on verra bien où ça nous mène, on n'a pas le choix, on contrôle pas, donc, et ça s'est bien passé, et ça nous a aussi motivé, parce que c'était plein de feedbacks super positifs, et c'était sympa. Le truc rigolo, c'est que du coup, la semaine qui suivait, il y avait la newsletter des meilleurs produits de l'année. Et en fait, quand on était dans les meilleurs produits du week-end d'avant, de la semaine d'avant, on était quand même dans cette newsletter. Donc, il y a eu un petit amalgame où en fait, ça nous a remis un peu en avant. Et c'était assez cool aussi, ça. On a une double dose. Donc, finalement, c'était une bonne histoire à la fin. Mais sur le coup, c'était un peu stressant parce qu'il fallait quand même activer le réseau, tout ça, pour prévenir les gens. Et c'était le lancement. C'était très cool. Après, on est arrivé sur un plafond de verre au bout d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. Mais alors, juste si on revient du coup à cette histoire de hackathon, comment vous l'avez créé, le fil rouge dont tu parlais, le fil tout à l'heure de alors, le hackathon, c'est la contrainte du temps. On a que 24 heures. On est peut-être des bons développeurs, mais n'empêche que ça reste 24 heures. C'est pas évident. Donc, ce qu'on fait, et on l'a fait dans tous les projets avant et après, c'est de se poser la question du wow effect. C'est comment on fait pour arriver au wow effect le plus vite possible. Tout le reste, on oublie, quoi. Donc déjà, il faut trouver ce que c'est un wow effect, qu'est-ce qu'on a envie de montrer aux gens. Donc nous, on a fait un outil de support. Donc l'idée, c'est il faut qu'ils puissent aller sur Internet, sur une page web, cliquer sur une chat, et quand cette personne va parler, on verra un truc arriver dans Slack. C'est assez logique, quoi. Et quand dans Slack, tu vas répondre, hop, ça va afficher là. C'était notre fil rouge, parce qu'en fait, c'est le chemin le plus court pour se dire, ah ouais, en fait, tu as vraiment réussi à faire un truc qui connecte un site web avec Slack, quoi. Et donc, une fois qu'on a défini ça, on a vu toutes les fonctionnalités qu'il fallait faire pour y arriver. Et tout le reste, on l'a foutu à la trappe, quoi. C'est-à-dire que notre but, notre seul chemin, c'était de pouvoir faire ça, même si c'était semi-hard-codé ou peu importe, si on n'a pas le choix, il faut que ça marche, donc peu importe le truc. Et donc, le fil rouge, maintenant, aujourd'hui, ça a été documenté, c'est le PLG avec le Product-led Growth et compagnie, où il te parle de wow effect, d'optimisation, etc. Mais en 2016, il n'y avait rien de tout ça. Donc, en fait, on l'avait de nous-mêmes pressenti que... Comme on n'est pas des bons vendeurs, il faut que les gens voient directement avec le produit en démo ce truc de dingue où ils disent putain, mais ça change tout en fait. Et comme ça, tu n'as pas à le convaincre de la personne, elle le voit d'elle-même, quoi. Donc voilà, donc fil rouge, faut le wow effect le plus réduit possible. Comme on est flemmard, on n'a pas le temps, on essaie de le réduire au maximum. Donc on réfléchit au wow effect le plus simple et le plus impressionnant. Et après, naturellement, ça liste une liste de tâches à faire. Moi, ça en fixe une liste de tâches et après, il n'y a plus qu'à dépiler, quoi. Donc, c'est assez facile de faire. Il y a beaucoup de développeurs qui disent, moi, j'ai codé en une journée, en un mois, en machin, un projet. Mais en fait, peu importe, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais ce qui est important, c'est surtout comment tu conçois ce premier produit. On appelle ça un MVP, mais là, c'était même pas un MVP, c'était un pré-MVP, quoi. Ouais. C'était fonctionnel, mais vraiment basique, quoi. Et tout est là, en fait. C'est la capacité à à simplifier un problème jusqu'à son essence pour réussir à convaincre la personne, mais par ton produit, quoi. Et là, c'est assez naturel parce que on comprend vite qu'une personne qui voit le truc fonctionner, elle se dit waouh, c'est cool, parce qu'en fait, moi, je passe mes journées sur Slack. Si j'ai pas 2 outils, il y avait déjà Crisp, je crois, à l'époque. Mais Crisp, on l'était un peu en opposition avec nous, en disant, mais voyez, donc vous avez un chat pour chatter avec vos gens, vos collègues, et un autre chat pour chatter avec vos autres gars. Donc en fait, tu passes ton temps à switcher de l'un à l'autre, et souvent, il y a des liens entre les personnes extérieures et les personnes intérieures. Typiquement, une personne de support va dire, j'ai besoin d'un développeur, donc il faut que les développeurs soient dans Crisp. Et c'est chiant, les développeurs, ils sont dans Slack, ils ne sont pas dans Crisp. Donc en fait, il faut les intégrer dans nos plateformes qui sont pas envie d'aller. Enfin, tout un merdier. Et là, on disait, développeur, c'est pas compliqué. Déjà là, tu as juste à leur faire rejoindre le channel et hop, il a automatiquement accès au ticket, mais sans rien faire et sans rien installer.
Et ça parlait aux gens, parce que ça simplifiait leur processus, ça simplifiait leur façon de travailler, et ça permettait de ne pas devoir avoir toute ton équipe, tous tes employés dans une autre plateforme de support où les mecs, ils y vont une fois tous les 100 ans, parce que c'est pas leur boulot, quoi. Et, après, c'est pas pour le même type d'entreprise aussi, j'imagine. Évidemment, nous, on se focalisait sur Slack. Slack, c'était que des startups, donc on focalisait nos clients qui étaient des startups, des équipes de peut-être entre 1 et 50 personnes, et ces personnes-là, forcément, n'ont pas envie d'avoir 15 outils, quoi. Donc, d'avoir qu'un seul outil, c'était un peu une promesse magique pour eux, en se dire, ah bah, c'est cool, j'ai pas besoin de... Bon, tout est dans Slack. Ouais. Je fais tout dans Slack. Et c'est un peu la promesse aujourd'hui encore, où maintenant, on peut tout faire dans Slack quasiment, avec toutes les intégrations et compagnie. Donc, c'est juste qu'on était un peu... on était sur une opportunité vraiment spécifique. On savait très bien qu'on n'allait jamais pouvoir faire un CRISP dans Slack. Il y a trop de contraintes avec Slack. Mais le fait d'arriver quand même à faire une sorte de hack pour réussir à faire le truc, on trouvait ça déjà cool. Et en fait, ça convainquait déjà. Ça convainc des bidouilleurs Je suis pas sûr non plus, mais bon, bref, en tout cas, on avait trouvé un nombre d'entreprises qui aimaient ce petit hack entre guillemets, et pour le coup, on a réussi à faire du chiffre d'affaires, et voilà, c'est notre premier projet qui faisait vraiment du fric concret, quoi. Malheureusement, comme je disais, ça a atteint un plafond de verre à peu près à 6 000 euros d'MRR, un truc comme ça, qui est très chiant parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup pour tuer le projet. T'as pas envie de perdre 6 000 balles par mois, mais c'est pas suffisant pour payer 2 salaires, donc nos salaires, quoi. Donc on était pile sur un truc en mode qu'est-ce qu'on fait, quoi. Comment vous complétiez à ce moment-là dans le travail? Tu te rappelles? On se complétait pas vraiment. C'est juste qu'on abattait 2 fois plus de tâches de tech à 2, quoi. On avait notre roadmap, on discutait un peu des features qu'on voulait rajouter, et on splittait un peu chacun les tâches et on dépilait. On a une façon de travailler assez pragmatique, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de Jira ou de grosses to-do, c'est un Notion où en fait, tu as une liste de tâches avec une case à cocher, chacun met son initiale derrière la tâche quand il la prend, et il la coche quand il l'a fini, et puis on essaie de tout dépiler, quoi. Ok. Et donc c'est simple mais efficace. Et ouais, il n'y avait pas tant de répartition que ça. C'est plus qu'on était du coup à 2 pour défoncer toute la to-do, quoi. Et on faisait beaucoup de choses ensemble aussi, quoi. Ouais, on a toujours aimé beaucoup bosser vraiment en mode pair programming, genre on est sur le même écran et on fait ensemble, quoi, et on va beaucoup plus vite. On a toujours aimé beaucoup le pair programming. Je sais que c'est pas très courant aujourd'hui, même encore aujourd'hui, même à l'époque encore plus, mais pour nous, c'est un processus créatif qui va super vite. Moi, je suis en train de coder pendant que lui il réfléchit à un truc, il va chercher dans une doc un machin, comme ça quand j'y situe, en fait j'ai déjà l'info de la doc qui est arrivée. Donc ça permet de vraiment, quand ça marche bien et qu'on s'entend bien, ça permet d'aller extrêmement vite et surtout droit au but. C'est-à-dire que pour le coup, il y a beaucoup moins de bugs parce que l'autre personne regarde les bugs en amont. Donc finalement, ça va vraiment plus vite et c'est quand même super agréable que d'être tout seul dans son coin, surtout quand on démarre une startup, c'est un peu solitaire comme truc. Comment vous savez quand est-ce que vous pouvez vous parler quand c'est comme ça? Parce que j'imagine qu'il y a des moments où il y en a un qui est focus et il ne faut pas le déranger. Non, on parle tout le temps. Ah, vous parlez tout le temps? On parle tout le temps. C'est vraiment un travail permanent où je dis ce que je tape, je dis ce que je fais et lui, il ajuste en fonction ou pas. Moi, c'est vraiment un truc de communication permanente, quoi. C'est vraiment une sorte de... C'est comme le cerveau, il y a des hémisphères et ça se parle en permanence, quoi. Non, parce que si je suis dans ma bulle, dans l'absolu, il ne sait pas ce que je fais. Et, voilà, ça ne sert plus à rien. C'est plus du pair programming et il n'y a pas d'intérêt à rester à 2. Là, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on se sépare. C'est vrai que des fois, on a aussi un besoin de souffler et d'être un peu de son côté. Donc, on se faisait des sessions d'une après-midi. On se dit, vas-y, cet après-midi, toi, tu avances sur ça, moi, j'avance sur ça. Et on dépilait. Et après, on se refaisait des sessions où on était tous les deux du matin au soir à coder, à développer, à penser à la feature ou aux prochaines. Ouais, ça dépendait des moments. Il y a des moments où voilà, on est fatigué, on a envie d'être tout seul et avancer tout seul, où on veut se concentrer à mort, comme tu dis, se mettre dans une bulle et dépiler, parce que c'est sûr que ça va quand même moins vite, mais le code est quand même de meilleure qualité et on trouve des façons de faire plus intéressantes. Mais des fois, on aime bien juste sous-marin, on disparaît, on code chacun de côté. Ouais, c'est aussi quand c'est des tâches un peu simples, mais un peu longues à faire. Être à 2 dessus sur une tâche simple, il n'y a pas d'apport d'être à 2 dessus. Donc là, c'était comme plus intéressant de séparer la tâche et de dépiler à 2, quoi. Designer un bouton à 2, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Donc clairement, il y a tout. Par contre, des bugs bien compliqués, là, on était bien content d'être à 2 pour réussir à comprendre. Encore une fois, on était connecté à Slack, qui n'était pas du tout fait pour.
Slack était buggé à mourir. Et nous, en plus, on faisait des trucs pas du tout prévus pour. Donc, autant dire, on le mettait à bout, quoi. On créait des channels par dizaines de milliers, quoi. Donc, à chaque fois, on avait des problèmes et on savait même pas si c'est un bug à nous ou un bug à Slack, de Slack. Donc, être à deux, là, clairement, c'est super intéressant parce que c'est tellement long. Des fois, on passe des journées complètes à trouver des bugs et putain, tout seul, c'est un truc à se tirer une balle, quoi. Donc, mais pour les trucs rapides, évidemment, tout ce qui est design, machin, en général, on se splitait. Donc voilà, on avait vraiment une notion, c'était complètement fluide, quoi. On n'a jamais planifié, on n'a jamais. C'est juste, on se voit le matin, on voit ce qu'il y a à faire en fonction des. S'il y a des supports, on fait des supports. On va pas se mettre à deux à faire des supports, donc je commence le support, lui il continue à dépiler des trucs. C'est vraiment une relation. Et c'est l'avantage d'être frère, peut-être, c'est qu'on a vraiment une relation de confiance absolue. Et donc ça va bien, quoi. C'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que tu peux brouiller et défoncer les familles, mais quand ça marche bien, c'est vraiment royal, quoi. Et donc après Talkus, il y a Lemlist. Ouais, entre deux, il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs entre. Ouais, parce que. Alors, en fait, on a eu la chance de partir dans un incubateur qui s'appelle The Refiner à San Francisco. Donc, on est parti là-bas 3 mois. Le but de l'incubateur, c'est d'aider des startups françaises à s'implanter aux États-Unis pour justement savoir comment s'adapter au marché et savoir communiquer avec des Américains, avec leur philosophie qui est assez différente des Français. C'était assez intéressant, mais ça nous a un peu perdu. Comme on est arrivé sur notre plateau, au final, on était un peu perdu. Et en fait, rencontrer plein de gens qui nous partageaient plein d'idées, on a beaucoup soit pivoté, soit essayé de rediriger un peu notre projet sur d'autres pistes, mais sans vraiment trouver l'accroche et vraiment rester pérenne sur une idée et la défoncer. On était vraiment à trop switcher. Et quand on est rentré en France, on était un peu là à se dire merde, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a fait un gros écrémage dans le code, on a essayé de resimplifier le projet et c'est là qu'on a eu, grâce à nos amis de Phantom Buster, la chance de rejoindre Station F. Et c'est à Station F qu'on a lancé un projet qui était un petit projet interne. Et ce projet-là, comme j'étais tech, en fait, on était fatigué de Talkus. Parce qu'en fait, on était fatigué pas par le produit qu'on adorait, mais par le fait qu'on n'avait plus à le marketer, de faire progresser la courbe, quoi. Ouais. Et les pivots à tour de bras, ça nous a détruit, ça nous a vraiment psychologiquement tués, quoi. À un moment, on voulait faire du support pour les hôtels, après c'était un support pour Amazon, après c'était du support. Tu te perds, quoi. On s'est complètement perdu. Et en revenant, on était rincés, quoi. Donc on a récrémé, mais on ne savait plus quoi faire, quoi. Donc Station F, plutôt que de faire ce projet-là, ça continue à faire de l'argent, mais bon, c'était stable. Et donc je me suis dit, vas-y, je fais un petit projet, un petit hack. C'était début de Station F, il y avait tout à faire. C'était avant l'ouverture de Station F, donc c'était vraiment au tout début. Donc j'ai connu un petit machin et j'ai demandé sur le Slack de Station F qui voulait m'aider à le promouvoir, quoi. Et c'est comme ça qu'on est tombé par hasard sur ce troisième associé sur qui on a poussé ce projet-là un peu en interne. Ouais. Et de fil en aiguille, on s'est dit, vas-y, il avait un autre produit à nous proposer, donc dans le cold email. Et nous, on s'est dit, t'as bien, Talkus, on en a marre, vas-y, on teste un truc. Et c'est comme ça qu'on a lancé Lemlist, quoi. Okay. Donc vraiment sur un truc opportuniste avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas et en disant, de toute façon, au pire, on teste un mois. Et le deal, c'était ça. Le deal, c'était, nous, on développe un mois le prototype et après, lui, il le vend pendant un mois et on verra ce qui se passe. Très, très, très. Et moi, simple. Tu vois, j'ai entendu parler de Lemlist par cette levée de fonds qui est refusée, donc de 30 millions, donc 15 millions pour la boîte et 15 millions à se partager pour les 3 associés, donc 5 millions chacun. Ouais. Et vous refusez ça. Donc je ne sais pas à quel moment c'est entre le moment où vous avez commencé et du coup le moment où vous refusez. Il y a combien de temps qui se passe? C'était la fin, c'était 4 ans plus tard, quoi. 4 ans plus tard, ok. Ouais. Parce que pour le coup, on avait des idées communes sur le fait qu'on ne voulait pas lever de fonds, on voulait rester autonome, on voulait pouvoir faire les choses comme on voulait, donc on ne voulait pas être contraint par des investisseurs. Et comme finalement le projet a grossi assez rapidement, on s'est dit, on continue comme ça, il n'y a pas de raison, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'un jour, cette idée est arrivée de se dire, vas-y, on va refuser 30 millions, ça va être rigolo, quoi. Et comme justement, on était en opposition en tant que bootstrapper avec la levée de fonds. Vous n'avez pas hésité une seule seconde à ce moment-là? En fait, c'était un coup de com'. C'était un coup de com' avant tout. Notre but n'a jamais été de lever des fonds parce que la croissance est exponentielle. On avait déjà trop d'argent par rapport à ce qu'on savait dépenser. Donc en fait, il n'y avait aucun intérêt de lever des fonds à ce moment-là, quoi. Ce qui est d'ailleurs le meilleur moment pour lever des fonds. Mais on ne voulait pas. Pourquoi se contraindre avec des investisseurs alors que la courbe est en
et en exponentiel. Tu vois. Donc en fait, ça n'a jamais été dans le but de lever, c'était plus un but de com. Le constat, et c'est très dommage, et ça l'est toujours, c'est que pour que un truc qui nous a déçus, c'est qu'en fait, on n'a jamais eu de visibilité au niveau de la presse. TechCrunch n'a jamais parlé de nous. On était une des boîtes les plus avec la croissance la plus fulgurante, surtout sans lever d'argent. On n'a jamais parlé de nous. Personne ne voulait parler de nous. Vous envoyez des spams, vous envoyez des mails. C'est naze. Donc ça nous saoulait quoi, de se dire pourquoi on a fait des trucs cool, pourquoi on ne parle pas de nous. Quoi. Et c'est vrai que ce qu'on voit dans les journaux, c'est machin a levé 30 millions, 100 millions, 1 milliard, c'est toujours plus. Et la presse aime ça. Quoi. Et ça donne dans la tête des entrepreneurs l'impression que pour réussir, il faut lever. Parce que comme ils sélectionnent les histoires où il y a des levées, les jeunes entrepreneurs se disent si je ne lève pas, je suis mort. Quoi. Et l'idée, c'était de dire comment on va faire pour pouvoir avoir un article qui puisse montrer que, en fait, non, c'est pas vrai. Tu vois. Et si on dit, regardez, nous, on a tout fait en bon père de famille sans lever de fonds, ça n'intéresse pas la presse. Tu vois. Donc, on a dû trouver quelque chose pour pouvoir attirer l'attention. Quoi. Et c'était ce fameux coup de com'. Quoi. Le vrai objectif, c'était d'avoir les projecteurs sur nous pour pouvoir affirmer, regardez l'Emlist, on a un projet 100% bootstrap et on peut très bien arriver sans lever de fonds. Quoi. Donc, toi, c'est plus, ça n'a jamais été une question de savoir si on lève ou on ne lève pas. Quoi. Il n'a jamais été question de lever. Quoi. Par contre, c'est vrai qu'on était approché très régulièrement d'investisseurs qui voulaient mettre de l'argent dans la boîte. Mais c'est juste que, au début, on s'en foutait. On leur disait gentiment que ça ne nous intéressait pas. Et c'est là qu'on a vu que potentiellement, il y avait une carte à jouer, mais sur de la com pure. Quoi. Okay. Et après, on a accepté quand même la levée, mais ce n'était pas pour lever de l'argent, c'était pour des cash-out. Ce qui n'est pas du tout la même approche, le même truc. Et là, c'est vrai que c'est compliqué de refuser ça. Tu disais à ce moment-là, je ne sais plus, j'avais lu ça en préparant du coup ce podcast, tu disais que l'ambition avec l'Emlist, c'était de faire une licorne, la première licorne autofinancée française en gros. Je pense, ouais. Après, on n'a jamais acté grand-chose. C'est vraiment la boîte a toujours, on a toujours créé la boîte en pensant juste au prochain milestone. On avait des objectifs communs au début. C'était on veut pas lever d'argent, on veut faire un produit cool, on veut faire un produit qui rend service. Bref, on avait un tronc commun sur nos valeurs et ce qu'on voulait faire. Et comme ça marchait bien, on a toujours poussé comme ça. Quoi. Et régulièrement, on se revoyait, on se disait est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, etc. Et plus la boîte grossit, plus il y a des contraintes. On recrute, donc ça veut dire qu'il faut gérer des gens, etc. Et on savait assez tôt qu'on était en divergence sur certains points. Mais on se disait, entre fondateurs, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas un problème d'aujourd'hui. À l'époque, on disait c'est un problème de riches, donc c'est pas notre problème, donc on verra le jour où on y sera. Quoi. Et donc le jour où on y a été, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas les ambitions. Quoi. Moi, j'ai jamais voulu créer licorne, c'est pas du tout mon ADN. Moi, ce que j'aime, c'est créer des produits. Par contre, Guillaume, lui, voulait faire une licorne, il voulait une grosse boîte. Il a toujours voulu une grosse boîte, faire un énorme truc. Il y a beaucoup de paramètres. Hein. Moi, je suis tech, lui, il est business, lui, il est jeune, moi, je suis plus âgé. Bref, on a plein de choses qui faisaient que les deux étaient justifiables. C'est juste que là, pour le coup, il commençait à avoir une session sur la vision. Quoi. Ouais. Donc, nous, on a recruté super tard, par exemple, l'équipe tech par rapport à l'équipe business qui a recruté beaucoup plus tôt. Quoi. Et quand il y avait 5 bisgueuils, on devait être à 1 tech. Il y avait vraiment un énorme écart. Quoi. Donc, la boîte s'est construite forcément sur le côté business. Et quand on a commencé à recruter des techs, parce que forcément, le business, comme il marchait, ça travaillait quand même des contraintes sur nous. On a été obligé de recruter, pas par envie, mais juste pour suivre le truc. Quoi. Et c'était très cool de recruter, parce que c'est aussi des avantages. Mais c'est vrai qu'on est arrivé dans un mode où on était 50. Donc, en fait, quand tu es 50, les fondateurs, ils passent leur temps à faire du management. Quoi. Ou pire, à régler des problèmes. On passe notre temps à éteindre des feux à longueur de temps. Quoi. Ouais. Donc, et vous, à ce moment-là, vous vouliez pas... votre but, c'était de rester dans l'opérationnel et de... Clairement, nous, moi, le management, ça n'a jamais été mon délire. François, je pense que c'est un peu pareil. Nous, ce c'est créer des choses. Quoi. Donc, à chaque fois qu'on passe du temps en réunion à éteindre un feu, c'est pas du temps qu'on fait à réfléchir au produit. Donc là, clairement, il a commencé à avoir une session. Après, on va pas se mentir, c'était un environnement hyper... excitant et passionnant et plein de choses géniales qui nous arrivaient. Donc, on restait dedans de façon... On était content de rester dedans. Mais petit à petit, c'est un peu comme l'histoire de la grenouille, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas vraiment rendu compte qu'on s'éloignait de nos valeurs. Quoi. Finalement, on était parti pour monter une licorne. Quoi. Et il y a eu cette histoire de cash-out. Et il y a une sorte de prise de conscience, machin, où là, on s'est dit, on passe nos journées à faire des trucs qui ne nous plaisent pas. Quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quoi.
Et c'est là que finalement, on s'est reculé, quoi. On avait le choix entre potentiellement, à un moment on en parlait, de dire vas-y, faites des petits projets R&D dans un coin, amusez-vous, quoi. Mais nous on voulait pas faire ça non plus. C'était pas une histoire de mettre au placard, mais c'était plutôt de dire qu'est-ce qui vous plaît, faites ce qui vous plaît, tu vois. Mais nous, ce qui nous plaît, c'est l'ensemble, c'est pas juste un projet, c'est le produit plus la boîte plus machin. Donc voilà, ça s'est arrêté là et finalement c'était très bien pour tout le monde, je pense. Parce que de toute façon, même si c'était pas là, ça aurait été un autre moment et ça aurait pas. Il y avait trop de divergences de vision long terme, quoi. Et c'est ça qui a dessiné aussi la vision de ce que vous faites aujourd'hui, j'imagine. Carrément, parce que pour le coup, voilà, aujourd'hui, on essaie de faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, clairement. Ou en tout cas, on fait les choses différemment par expérience. Après, c'est comme tout le monde. Quand on vit une expérience, après, on réajuste et on fait ce qu'on a mal fait ou pas fait, ou on n'avait pas les mêmes façons de voir. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus clair sur ce qu'on a envie de faire. Ouais. Donc avec Sacode, c'est ça? Avec Sacode, ouais. Exactement. Que vous avez lancé directement après l'Emlist? Non. Non, ok. Non, on a passé 1 an à redécompresser, profiter de la retraite, et, parce que finalement, c'est quand même assez impactant, quoi. C'est pas si simple, quoi. Donc, 1 an à peu près. Une bonne année à décompresser. Ouais, parce que ça doit être bien intense, j'imagine aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis ça change, quoi. On se dit, ça y est, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et après, la question se pose, c'est qu'est-ce que je fais? Et quand tu es développeur, alors évidemment, on a fait des investissements, on est devenu investisseur, donc on a investi dans des projets, etc. Mais on s'est bien senti que c'était pas notre passion, quoi. Ce qu'on aime faire, c'est coder, quoi. Et donc, ça code, quoi. On s'est dit, il n'y a pas photo, il faut qu'on monte une boîte. Ouais. On ne sait pas ce qu'on fait avec. On a quelques idées idéalement, si on veut, ce qu'on peut faire. On sait ce qu'on veut faire, pas faire, mais on ne sait pas trop dans quel format, etc. Mais on sait qu'un jour, on va développer. Donc, on a créé cette boîte. On a commencé à coder des trucs à droite à gauche. Et sans rien savoir, il n'y avait pas d'objectif ou ni rien, parce que pour le coup, on n'était plus forcément contraint. Mais on avait de coder un truc. Ce qu'on savait, c'est qu'on voulait faire d'autres produits et qu'on voulait les sortir et faire reprendre ce qu'on faisait au début de l'Emlist, c'est-à-dire régler un problème, avoir des clients qui sont satisfaits par ce qu'on fait, et ce qui est hyper grisant, tu vois, d'avoir idéalement du chiffre d'affaires qui arrive. Voilà, c'est créer cette émulsion, ce 0 to 1 qui est quand même super. Ce qui est là où nous, on se sent utile et on s'amuse, quoi. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Crisp est une plateforme française permettant aux entreprises de créer des liens de proximité avec leurs clients. Grâce à une suite d'outils rendant les équipes plus productives et les clients plus heureux, le logiciel facilite ainsi la gestion de la relation client. Crisp vous assure donc que chaque client ou prospect se sente entendu et aidé en un rien de temps, à n'importe quelle heure et sur tous vos canaux de communication. Et voici ce qui rend Crisp vraiment différent. Une bombe de valeur pour toutes les entreprises, qu'elles se lancent ou qu'elles soient déjà établies, grâce à des tarifs adaptés à tous les besoins, un niveau de personnalisation hyper poussé pour tous les secteurs d'activité, des modèles d'intelligence artificielle sur mesure et un support client en français avec une réactivité de folie. Alors si vous souhaitez transformer votre expérience client pour en faire un avantage concurrentiel, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Et à ce moment-là, du coup, vous êtes chacun dans vos villes respectives et vous continuez de bosser en remote comme sur l'Emlist, parce que sur l'Emlist aussi, ça c'est une particularité qu'on n'a pas soulignée. Vous bossiez quand les 3 associés n'étaient pas dans la même ville, quoi. C'est vrai. Et avant Talkus, on n'était pas dans la même ville. Et chez Founders, on n'était pas chez la même ville. Donc, en gros, vous n'étiez pas dans la même ville, mais vous faisiez du pair computing? Pair programming à distance. Ouais. Déjà, chez Founders, François était à Lille. Moi, j'étais à Paris, donc c'était plus facile. Mais moi, j'étais en banlieue. Et le deal avec Founders, c'était je suis en physique 3 jours par semaine maximum, quoi. Et François venait à Paris 2 jours, je pense. 2 jours par semaine, tout ça. Donc, c'était de l'hybride. Ouais. Mais nous, de toute façon, on savait qu'on bossait à distance, il n'y avait pas de problème. Vous avez toujours bossé comme ça? Ouais, c'est ça. En fait, on n'a jamais vraiment bossé en physique. Quand on est là, on en profite à mort et on bosse ensemble. Et on profite d'aborder des sujets qui sont plus faciles à aborder en physique qu'en remote. Mais on a toujours fait ça, quoi. Et à partir de Talkus, moi, j'étais à Station F et François était à Lille. Et pour le coup, c'est pareil, il venait une fois par mois. Ouais, c'est plus, peut-être, je sais plus. Mais c'était minimal, c'était vraiment pas beaucoup, quoi. Donc tout se faisait en télétravail avec Slack, pour le coup, c'était du Slack et qu'est-ce qu'on utilisait en visio? Ah oui, on utilisait Screenero. On avait découvert Screenero, qui était justement un outil de partage d'écran, mais un de ses avantages, c'est que tu avais la liste, on a accès direct des gens et en un clic, tu appelais la personne, tu pouvais faire le partage d'écran extrêmement rapidement, contrairement à devoir faire un Google Meet où il faut trouver un lien, créer le lien, le partager. Et surtout, on peut annoter sur l'écran, on peut dessiner, pointer, etc. Donc c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble, quoi. Et à ce moment-là, à l'Emlist aussi, quand vous étiez sur l'Emlist, il y avait l'Emverse que vous avez créé. C'est ça. Et ça, vous l'emboîtiez dans tout ce système de travail en remote et ensemble?
Le constat de l'inverse, ça arrivait tard, hein, c'était quand la boîte marchait déjà, et donc pour le coup, on pouvait s'amuser à faire des petits projets séparés. On commençait à avoir 20 employés, et on voyait bien que le remote, c'est compliqué. On le sait que c'est compliqué, et il y a plein de trucs en physique qui sont mieux, quoi, comme le partage de connaissances, l'échange au jour le jour, les discussions non formelles, etc. Et donc, un des sujets, c'était comment on peut essayer de refaire ça en virtuel. Et donc, on a créé l'inverse. Comme moi, je venais de jeux vidéo et que je faisais du MMORPG, donc je maîtrisais très bien les avantages d'un environnement où on est plusieurs personnes ensemble. Et on s'est dit, on va mimiquer les bureaux physiques en bureau virtuel, quoi. Et donc, on a fait l'inverse. Pareil, c'était un POC, je l'avais codé en un week-end. D'ailleurs, j'avais twitché 48 heures non-stop le développement de l'inverse. Et je suis arrivé en mode, vas-y, on va tester lundi dans l'équipe, quoi. Donc, ça a été assez mitigé. Il y avait ceux qui adoraient, ceux qui ne comprenaient pas l'intérêt. L'avantage, c'est qu'on a un peu forcé le truc en mode, même si vous ne comprenez pas l'intérêt, utilisez-le, on verra bien ce qui va en sortir. Et donc, c'est un projet qu'on a vraiment mis en interne, mais qu'on n'a jamais poussé, parce que finalement, c'était quand même très, très R&D, quoi. C'est plus un projet de recherche qu'un projet de développement, quoi. Donc, on l'a utilisé pendant tout le temps, surtout les techs. Les devs, on voyait très bien l'intérêt, mais parce qu'il y avait beaucoup de relationnel, il y avait beaucoup d'échanges avec les développeurs. On partage tous la même base de code. C'est comme si des marketeurs écrivaient tous le même article de blog en même temps, tu vois. Donc, les liens sont obligatoires et il faut passer beaucoup de temps ensemble, quoi. Donc, un outil comme ça, c'est game changer, quoi. Pour ceux qui ne visualisent pas, c'est une sorte de abo du travail, quoi. C'est ça, ouais. C'est un abo du travail. Donc, c'était un petit monde virtuel vu de dessus et on pouvait déplacer un personnage. Et en fait, quand tu rapprochais un personnage, automatiquement, ça crée une communication vocale avec elle, quoi. Donc, un peu comme en physique où tu te lèves, tu vas voir ton collègue et tu vas lui taper sur l'épaule et tu vas dire hey, salut, j'ai une question, quoi. Donc, on voulait recréer cette facilité de communication pour faire des discussions qui ne sont pas formelles. C'est-à-dire, ce n'est pas des réunions, c'est vraiment pour tous les jours, quoi. Quand tu as une question, en général, tu n'as pas... Là, aujourd'hui, tu t'envoies un Slack, tu envoies un texte et tu espères que le mec le voit un jour et tu ne sais pas quand il va répondre. Bref. Donc là, c'était vraiment de remettre le concept du tape sur l'épaule. Et quand on voyait bouger les gens, on disait, tiens, il part en pause café, je vais le rejoindre. Donc ça a marché, il y avait des concepts intéressants, mais on était quand même plus sur de la recherche que sur du développement, quoi. C'était quand même assez compliqué à faire comprendre aux gens, surtout ceux qui travaillaient tout seuls. Un marketeur qui écrit des articles de blog, les interactions qu'il a avec les autres, c'est super rare. Et quand il y en a, c'est juste des réunions. Donc dans ce cas-là, ça se fait dans un calendrier classique Google. Et puis, il y avait aussi beaucoup de l'équipe business qui était sur Paris et qui venait dans les bureaux, donc ils comprenaient moins l'intérêt. Alors que l'équipe tech, qui était entièrement en remote, eux comprenaient bien l'intérêt de pouvoir facilement contacter les collègues qui sont justement loin. Et c'est ça qui a fait que c'était vite adhéré par toute l'équipe tech dans la boîte. Parce que pour eux, c'est un avantage, alors que pour les physiques, ils ont déjà leur bureau physique, donc c'est redondant, quoi. Et vous y croyez, vous, du coup, à comment vous vous positionnez aujourd'hui? Parce que c'est vrai que le métaverse, on entendait parler, c'est une sorte de métaverse en soi. C'est un métaverse professionnel, pour le coup. Ouais. Et on était à l'époque des NFT, quoi, et de tous ces mondes-là qui pouvaient se vendre des millions, quoi. Donc, on était un peu sur une tendance. Dans l'usage aujourd'hui. Ce que je sais qu'aujourd'hui, c'est pas, le problème n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'on a toujours le problème du remote. Il y a eu, on est full physique, on est passé en full remote avec le Covid, et aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance à revenir en physique. Et je pense que la raison principale, c'est parce qu'on n'a pas d'outils pour travailler en remote. Donc, faute d'outils, il vaut mettre en physique qu'en remote, quoi. Et il manque le Slack du remote ou le CRM du remote, l'outil qui va faire que le remote change. Et donc, on a compris que le côté jeu vidéo, c'était peut-être un peu trop too much, c'est compliqué dans une entreprise. Donc, on a refait un projet, justement, l'année dernière, parce qu'on s'est dit, mais merde, on veut résoudre ce problème de remote. On adore le remote. Il y a tellement de choses tellement cool dans le remote. C'est quand même dommage. Et il manque juste un petit truc qui fait que ça marche difficilement, quoi. Et donc, on a fait Dokio, qui est un peu une sorte de c'est la même base, c'est la réflexion de comment on travaille en remote, mais par contre, repenser à l'opposé. Autant le jeu vidéo, c'était un peu un truc, perte de temps, on se balade dans un monde virtuel. Là, c'est hyper productif. C'est deux clics, tu appelles quelqu'un, 3 clics, tu partages l'écran et tu peux tout faire au clavier. Bref, c'est un truc vraiment hyper efficace, quoi. Et c'est ce qu'on utilise depuis un an à peu près en interne. Et pour le coup, d'avoir retiré le côté un peu jeu vidéo, ça change vraiment la donne, quoi. Parce que pour le coup, il y a maintenant sur les Mac, il y a une petite encoche en haut. Ouais. En fait, nous, on complète l'encoche,
où on met potentiellement les gens et on voit directement s'ils sont disponibles ou pas. Et en fait, tu cliques sur l'encoche et automatiquement, ça fait un call. Donc en fait, tu n'as pas à chercher ta fenêtre Slack ou ta personne, ton machin. C'est un clic, tu parles avec la personne, quoi. Et en plus, évidemment, on a rajouté toutes les fonctionnalités d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a l'IA qui synthétise les réunions. Donc finalement, on se retrouve avec ce côté tape sur l'épaule qui est encore plus présent. C'est-à-dire que si j'ai une question qui dure 10 secondes, aujourd'hui, tu vas dire, ouais, 10 secondes, le temps que je trouve le Slack, que j'appelle la personne, je vois qu'elle est off, là, machin, ça me prend tellement de temps que je ne vais pas poser la question. Alors que là, nous, c'est 3 secondes pour appeler. Donc, 10 secondes, c'est rentable. Tu vois. Ouais. Et depuis qu'on l'utilise, on se rend compte que clairement, les gens refont des discussions informelles, alors, il n'y a pas de pause café, parce que ça n'a pas de sens, pause café en virtuel, mais dès qu'on a une micro-question, on appelle la personne. Et ça recrée des liens, ça refait pour les développeurs, c'est un super moyen de passer de la connaissance. Et j'appelle vraiment ça la tape sur l'épaule, parce que dans le monde physique, les gens ont abusé de ça. Ils se mettent des casques, les open space. Donc, mais le problème, c'est qu'en virtuel, il n'y a plus de tape sur l'épaule. Donc ils disent, putain, c'est génial, je suis une productivité absolue. Et sauf que la tape sur l'épaule, ce n'était pas que néfaste, quoi. Ça permettait de créer ce partage d'informations qu'il n'y a pas en remote. Et aujourd'hui, les grosses boîtes, toutes les startups aujourd'hui galèrent avec le remote quand elles commencent à être à 10 et plus. Parce qu'en fait, c'est là que commencent à être importants les valeurs, l'échange, le partage, etc. Et comme les outils ne sont pas bons, ils sont super productifs, mais ils ne créent rien il n'y a pas de lien dur avec les personnes, parce que finalement, elles sont chacun chez elles, quoi. Et ce Docio est là justement pour rajouter ce lien manquant, qui fait qu'avec ça, le remote devient vachement plus fonctionnel, quoi, parce que pour le coup, on recrée ce petit brique manquant, quoi. Donc le problème, je ne pense pas que ce soit le physique ou le remote. Ce que je pense, ce qui manque, c'est le rationnel, quoi. Et notre outil sert à travailler sur ce relationnel et le recréer, quoi. Alors aujourd'hui, on est en méga bêta fermé, parce que c'est un projet assez compliqué. Que vous avez développé avec Sacode, du coup. Qu'on a développé avec Sacode, qui est un des projets, justement, c'est le deuxième. C'est le deuxième projet qu'on a fait depuis Sacode, quoi. Il y a combien de projets sur Sacode aujourd'hui? On en a 5. Alors, je compte les pseudo-projets. Ouais, non. Le vrai projet, on va dire, on a 5 projets, ouais. On avait commencé avec un outil. En fait, on règle toujours nos problèmes à nous, quoi. Donc, le premier problème, c'était on a des avocats, des comptables, des juristes, des machins, et on a des assistantes qui doivent partager. Ouais, c'est un gros merdier de communication. C'est là que ça marche bien en interne, ça marche pas en externe. Donc, on a développé une sorte d'outil de mail, mais collaboratif, où on peut facilement taguer un mail. Comme on peut taguer un ticket à une personne, en fait, on peut taguer un mail à une discussion à quelqu'un. Donc, en fait, on reçoit un mail du juriste. C'est l'assistante qui gère, elle voit que c'est important, elle me l'a mis à moi, après je mets un chat pour dire un peu comme Chris, mais vraiment orienté gestion des mails. Ouais. Ça marche super. C'est un super projet qu'on utilise tous les jours, pour le coup, parce que c'est notre boîte mail collaborative. Mais c'est pareil, c'est une vitamine. Tu vois, il y a toujours le débat vitamine versus aspirine. C'est une vitamine, donc c'est dur de vendre ça, parce que pour le coup, les gens se disent ouais, ça marche, je forward mon mail. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait ça ne marche pas, mais ils ont l'impression que ça marche, quoi. Donc c'est dur à vendre. Et comme on n'est pas bon vendeur, c'est pas génial. Donc on est basé sur un deuxième projet, qui était Docio, en disant bon, là, c'est un vrai problème plus dur quand même pour les développeurs. Déjà, nous, on l'a tous les jours, donc on veut le régler une fois pour toutes. L'inverse, ça n'a pas marché, donc on reste avec Docio. Là, ceux qu'on le montre, ça tique beaucoup plus. Et ça, on l'utilise vraiment à en abuser. Mais pareil, difficile à vendre, c'est une vitamine. Donc là, on passe avec un nouvel associé. On bosse sur un projet plus aspirine qui est Copost, un outil d'emploi advocacy. Donc là, on est plus dans la vente. C'est déjà plus... c'est important, la vente. Tout le monde cherche à faire de la prospection, etc. Donc l'idée, c'était de dire que tous les employés puissent poster sur LinkedIn, parce que finalement, si tu as 10 employés, ça fait 10 fois plus de posts, 10 fois plus de visibilité, tout est mieux, quoi. Donc on a fait un outil pour pouvoir gérer ces conversations, ces posts LinkedIn, tous ensemble dans une plateforme collaborative. Finalement, super dur à vendre, parce que l'emploi advocacy aujourd'hui, c'est beaucoup qu'on appelle nurturing, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. C'est sûr que ça va arriver, c'est sûr que dans les prochaines années, il va y avoir un outil comme ça. Mais aujourd'hui, on est peut-être un peu tôt là-dessus. On a, pareil, beaucoup de mal à vendre, quoi. C'est toujours pareil, on revient au problème de base. C'est nous, les développeurs, on n'a pas d'associé business, on n'a pas de marketeur brillantissime qui peut faire les trucs. Donc, on se retrouve toujours dans la position qu'on avait réglée avec Slack, avec Talkus, grâce à cette marketplace que là, on n'a pas. Tu vois. Et donc, après, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait LinkTime. On avait fait LinkTime avant, parce qu'en fait, donc avec l'associé qu'on a rencontré, on voulait faire un petit projet rapidement pour voir si on arrivait à travailler ensemble. Et donc, on a commencé à développer LinkTime. Et l'idée, c'était que lui le vende pour voir s'il arrivait à le vendre et voir comment il bosse. Et c'est là qu'on a vu que ça marchait bien et qu'on s'est dit, vas-y, on a réussi à faire LinkTime, on essaie de faire Copost.
Là, on a essayé de faire CoPost et au final, on a vu qu'il y avait un peu des dissonances et que ça marchait pas si bien que ça ensemble. Donc, on a arrêté. Et comme lui, il est plus là pour vendre CoPost et que même lui, il avait beaucoup de mal à le vendre, on est parti On l'a mis de sur... côté, quoi. On l'a mis de côté. Et le donc, dernier- on a repris un projet. Et le dernier projet, c'est Fudiz, du coup. C'est Fudiz Non, Foodies, Foodies, c'est vraiment un un- hackathon. Ouais, c'est un petit projet où, Ok. avec les développeurs, on s'est dit, vas-y, on se fait un hackathon, on se retrouve. C'est un team building. Un team building, On a c'était fait un team building. building, on s'est dit, vas-y, on va coder un truc en un week-end. Et le projet, ouais, ça, c'est trouver un truc à faire. Et on voulait faire un outil qui permet d'aider les restaurateurs à générer du contenu, mais par leurs clients. L'idée, c'est le client, il fait une petite vidéo dans le restaurant et en échange, il la poste sur Foodies. Le restaurateur peut récupérer la vidéo pour lui la poster sur sa chaîne. Et en échange, le client, il a droit à un petit gâteau en plus, un truc, quelque chose, quoi. Mais c'est vraiment un petit projet pour s'amuser, Ok, pour ok, un ok. hackathon. Pour créer de la- Je me disais, la mais c'est quoi, cohésion, ouais. c'est quoi la Y a pas de cohérence rapport. de Y a pas de Foodies avec cohérence. le reste? Non, là, Il y a c'était une juste différence. chercher un projet Un pour kiff, s'amuser quoi. Ouais. avec les développeurs pour se donner, justifier le team building, quoi. Ok. C'était sur un week-end, donc il y avait des designers, ils ont fait le logo, le machin. Le but, c'était que chacun fasse vraiment. C'est créer une sorte de mini-projet, mais en physique pour le coup. Donc on va faire un peu comme si on était en physique. Ça renforce les liens dans l'équipe, ça Grave. fait. Ouais, c'était un génial. kiff, Franchement, c'était c'est- super. Ouais, plutôt que faire des réunions ou des je sais pas quoi, c'était vraiment un super projet. Mais il est jamais sorti en fait. Ouais. Même s'il y a un site, ça peut ressembler à un Ouais, projet mais fini. Ça ressemble à Et un il fonctionne. projet fini, Et il ouais. fonctionne. Et le summum, c'est qu'à la fin du team building, on avait réussi à aller voir une pizzeria et on a vendu le projet et en échange, ils nous ont offert une pizza. Ah, bah, tiens. Donc on avait notre premier client à la fin. L'idée, Ouais, c'était moi, ça. moi, j'ai C'était trouvé passer de ça l'idée, ça hyper pertinent pour les. Et je pense que c'est restaurateurs qui ont pertinent, pas le mais temps c'est de faire pareil, du c'est marketing en compliqué, ligne, quoi. tout ça. C'est-à-dire qu'à part d'avoir un associé à mort qui est à fond dans la restauration, qui connaît bien les réseaux, Ouais. etc., on est persuadé que l'idée est bonne. De toute façon, dans toutes les idées que vous en donnez là, il y a du potentiel, c'est sûr. Après, il faut la bonne personne, le bon réseau, etc. Mais je pense qu'à commencer par la pizzeria, ils trouvaient ça génial. Ils avaient d'autres pizzerias dans leur réseau de copains, etc. Ils trouvaient ça vraiment cool, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a une idée à développer et à pousser. C'est complètement smart niveau positionnement, régler le problème des pizzerias ou des restaurateurs en général. Mais c'est juste que c'est pas notre boulot. Moi, on fait des produits tech pour les techs ou pour les startups ou les SaaS, pas pour des pizzerias. Tu vois. On n'y connaît rien du tout à cette industrie ou les restaurateurs en général. C'est ça, enfin, moi, la question que je me posais. Parce que là, du coup, avec le. Sacode, on peut dire que c'est une sorte de startup studio, de SaaS studio. C'est un peu l'idée. C'est un product studio. à la Ouais, rigueur. product studio. Aujourd'hui, en sachant qu'on n'a aucune prétention, on est venu des chez Founders, on Oui. voit très bien la complexité quand tu as tous les moyens, le réseau, etc. C'est déjà immensément compliqué. Mais dans tous les cas, on ne veut pas faire un startup studio, incompétent total pour faire ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a bien développé plein de produits. Donc, on aimerait bien avoir une sorte de fabrique à produits. Mais quel format ça aura? Je pense qu'il faut encore attendre 10 ans avant de réussir à trouver notre modèle et de voir comment comment itérer dessus, quoi. Mais l'idée serait ça, serait d'avoir un produit studio où finalement on trouve des associés business, mais pas comme une startup. L'idée c'est plutôt une sorte de partage. Ce serait plutôt des salariés finalement, mais avec des revenus sharing. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir des parts dans des boîtes où tu peux faire une écorne, nous ce serait plutôt de dire on a des parts sur le MRR, genre c'est 50-50 sur le projet. et sur le projet. Et donc on cherche pas les entrepreneurs, on cherche plutôt des salariés qui vont faire de l'entrepreneuriat ou un truc comme ça. Tu vois. Donc ils ont la sécurité de l'emploi, entre guillemets, avec un petit salaire plus un gros bonus. Et ils ont le mindset par contre de l'entrepreneuriat qui est de trouver des bonnes idées pour vendre, etc. Quoi. Ce serait ça le truc idéal. Quoi. Mais, Parce que là, aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour gérer autant de projets en même temps? Je sais qu'il y a, par exemple, Elon Musk, j'ai cru comprendre que lui, sa méthodologie, c'était il règle un problème par semaine dans chacune de ses boîtes. Et c'est j'ai vu ça. passer Et ça, il déroule comme ça toutes les semaines. Ouais. Et vous, comment vous gérez ça, du coup? Nous, on n'a pas ces capacités. Donc, en général, on marche sur un mois. On a une sorte de sprint d'un mois où on choisit sur quel projet on va bosser. Là, pour le coup, on en a 5. Ils sont tous viables. Il nous manque souvent des ressources marketing pour pouvoir vraiment passer à l'étape suivante. C'est qu'ils sont produits, ils sont finis, ils sont fonctionnels. C'est jamais fini un SaaS, mais bon, ils sont largement fonctionnels et on l'utilise en interne, donc ça marche bien. Mais on passe un mois sur le projet. C'est-à-dire que là, typiquement, en janvier, c'est LinkedIn, on a décidé. Février, c'est sûrement LinkedIn aussi, parce que c'est celui... Et en fait, on regarde lequel mérite le plus d'attention en fonction de l'avancée, les rencontres qu'on a pu faire ou ce genre de choses. Là, on a discuté, par exemple, de Doc.io avec un
un potentiel sales, tu vois. On lui a présenté le projet, il trouvait ça génial, il y a du potentiel. Donc peut-être que finalement, dans 2 mois, on va remettre 1 mois de développement sur Dokeo pour que lui puisse commencer vraiment à vendre le truc. Donc finalement, c'est très opportuniste en fonction des rencontres qu'on fait. On va avancer tel ou tel projet. Là maintenant, l'idée, c'est de rebosser sur un projet vraiment plus facile à vendre marketingement. Donc reprendre un peu ce qu'on a fait avec Talkus. Aujourd'hui, faire de l'argent facilement, c'est toujours compliqué de faire de l'argent, mais par rapport aux autres produits, le plus simple, c'est LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur LinkedIn, tout le monde tout le monde est prêt à payer des outils. Notre outil de LinkedIn marchait bien, on a réussi à faire de l'argent alors qu'on ne l'a même pas vendu, et les gens se bousculaient. Donc, on s'est dit, bon, bah, autant aller là où ils sont et améliorer cet outil, quoi. Donc, c'est une petite boîte à outils pour LinkedIn pour pouvoir facilement créer des posts et potentiellement faire des campagnes. Parce que sur LinkedIn, il y a un marché de dingue. Et souvent, il y a beaucoup de produits très nazes. Et comme nous, là, on est bon sur la partie produit, bah, on sait qu'avec un bon produit, le bouche-oreille suffit, quoi. Et c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur nos 3000 clients, 90%, c'est du bouche-oreille. On ne sait même pas d'où ils viennent, ces gars-là. C'est juste qu'ils en parlent. Il y a des formateurs qui parlent de LinkedIn parce qu'ils trouvent ça cool et ils en parlent, quoi. Donc là, on est heureux sur un projet où nous, on peut développer et laisser le marketing on a une freelance qui nous aide et le bouche à oreille, donc du pur PLG, quoi. De toute façon, quand tu fais un bon produit, il se fait connaître de lui-même. Hein, Alors ça, c'est la théorie, malheureusement. Dans la tech, c'est pas comme ça, quoi. Jusqu'à un certain moment. Il y a beaucoup de produits très nazes qui marchent très bien. Et en général, les meilleurs produits ne sont pas ceux qui marchent, quoi, malheureusement. C'est pas c'est un truc que les ingénieurs adoreraient, de dire bah, si tu fais un bon produit, ça marche. Mais en fait, non. C'est le produit qui est le mieux vendu qui marche, tout simplement. L'Emlist, on était très loin d'être le meilleur produit. N'empêche que la façon dont ça a été approché d'un point de vue communication, c'est ça qui a fait que ça marchait, quoi. Il y avait déjà des milliards de concurrents à l'époque. Il y avait même à Station F, il y avait la grosse machine. On a commencé quasiment en même temps et il y a eu 2 histoires, toi. Donc, non, malheureusement, c'est pas le meilleur produit qui gagne. Mais pour le coup, comme c'est le marketing, c'est à nous de trouver un produit, vu qu'on est tech, un produit où on sait que le marketing sera soit simple, soit sera aidé par une marketplace ou par du bouche à oreille ou quelque chose comme ça, quoi. Donc là, on avait fait avec LinkedIn, c'est pas un bon produit, c'est un produit intelligent. C'est-à-dire que c'est un produit où on joue sur les fondements de l'humain, quoi. Les gens sont hyper curieux. Si tu leur dis, j'ai un outil pour savoir quand est-ce qu'il faut poster, si toi tu postes, tu veux savoir, quoi. Ouais. C'est impossible, quoi. T'es trop curieux, quoi. Donc tu l'installes, t'essayes, et après tu as un upsell sur une version payante si tu veux en savoir plus. Mais ça joue, toi, sur les réflexes humains, quoi. En plus la curiosité. Ouais. Et c'est pas la curiosité malsaine, là, c'est de la bonne curiosité, quoi. Ouais. C'est juste, tu veux vraiment savoir, quoi. Il y a plein de gens, et plein d'experts qui nous disaient, faut sortir le mardi à 14h. D'où ils sortent ça? C'est les experts LinkedIn, hein, ils sortent ça de leur chapeau, mais ou de leur expérience qui n'est pas forcément la même que l'expérience de tout le monde, quoi. Donc là, on a apporté la réponse avec un vrai outil qui scanne vraiment la réalité, quoi. Donc ça suffit pour faire du bouche à oreille, quoi. Et voilà. Et donc voilà, maintenant on itère dessus en mode on a une audience, on va travailler dessus maintenant plutôt qu'à faire un meilleur outil ou pas meilleur, mais faire plus de fonctionnalités dans l'outil qui complète. C'est-à-dire, maintenant, tu veux savoir l'heure, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Et en fait, on peut faire plein de choses. Une fois que tu connais l'heure, où sont connectés les gens, tu peux faire plein de trucs, quoi. Il y a aussi le côté où c'est bien de savoir globalement dans ton réseau l'heure, mais en vrai, toi, ta cible, c'est pas tout ton réseau, généralement. C'est un persona particulier. L'idée, c'est de pouvoir filtrer sur ce persona-là et voir vraiment l'heure pour ce persona-là, quand est-ce qu'il se connecte le plus souvent et donc quand est-ce que c'est le plus pertinent pour toi de poster. Ok. Tu peux dire, OK, je prends tous mes clients qui sont une sous-partie de mon réseau et eux, tu vois exactement quand ils se connectent en disant, bah, tiens, je vais faire un article ou alors je vais faire tous les CEO. Ah, ils se connectent plutôt le mardi à 16h. Bah, c'est trop bien, je vais faire un article pour les CEO. Boum, je le sors là, quoi. Smart, ouais. Et la semaine prochaine, c'est pour les CTO. Ah, bah, je vois les CTO, c'est plutôt jeudi, là. C'est vraiment d'avoir plus segmenté et de faire des choix. Parce que LinkedIn, c'est quand même beaucoup de la lore et beaucoup de mouiller, quoi. C'est dans tous les domaines, hein, mais LinkedIn, c'est quand même, il y a beaucoup de ça, quoi. Il y a beaucoup d'experts qui jouent sur ça. Ils jouent sur des infos qui sont pas techniques. C'est de la logique un peu vite fait, soit c'est de l'expérience. Ils ont dit, bon, bah, chez moi, c'est comme ça, donc ça va être comme ça. Et donc, d'avoir un outil qui est un peu plus terre à terre et un peu plus concret, clairement, les gens raffolent de ça, quoi. Et c'est sur ça qu'on va travailler maintenant. Et là, on sait qu'on a un vrai problème. On sait qu'on est sur une vraie aspirine. Et on voit que ça se vend tout. Ça se vend tout. Ça, j'exagère un peu, mais c'est beaucoup plus facile que les autres projets que eux, on va garder en deuxième instance, parce qu'on sait qu'il faut qu'on trouve d'abord des gros hackers, des marketeurs, quelqu'un qui va bouger, quoi. Donc, voilà, on a préparé nos trucs, on a nos munitions. Et maintenant, ce qu'on cherche, c'est pousser les munitions
qu'on peut faire aujourd'hui et on passe notre temps à rencontrer des gens plus ou moins brillants pour essayer de dire bah tiens, nous on a ça t'intéresse, bah vas-y, on essaie un truc ensemble et on avance comme ça, quoi. Et je pense que c'est comme ça en multipliant les projets. C'est un peu ce que fait eFounders aussi, c'est-à-dire qu'ils ont plein d'idées dans leur chapeau. Et quand ils font des rencontres avec un CEO potentiel, ils discutent des affinités, machin, et s'il y a un truc qui match, boum, ils se lancent, quoi. Et si tu arrives juste avec une idée, bah, ça ne marchera pas. Il faut quand même du concret, quoi. Donc nous, on a déjà nos projets, ils sont prêts. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est trouver la bonne personne sur le bon projet qui a une expérience, une industrie, je sais pas quoi. Bah justement, c'est peut-être la question de la fin que je vais vous poser parce que le temps passe et on va devoir finir cet enregistrement. Mais là, si vous deviez me faire le résumé d'un post LinkedIn, du coup, pour comment trouver un bon CEO en tant que tech. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de devs qui sont à la recherche d'un CEO. Et vous, avec votre expérience et là, ce que vous faites actuellement, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, justement, à ce niveau-là? Moi, je dirais, alors c'est très marrant parce que finalement, c'est aussi dur pour un CEO de trouver un CTO qu'un CTO pour trouver un CEO, quoi. Ouais. C'est vraiment deux mondes tellement différents. Et le gros problème en France, c'est qu'il n'y a pas de mixité, quoi. Contrairement en Amérique, par exemple, quand on avait fait notre incubation, c'était flagrant quand on était à Stanford. Les gens dorment ensemble. C'est-à-dire que tu vas avoir un collègue de dortoir qui va faire business et toi, tu es tech. Donc, finalement, ils passent leur vie ensemble en permanence. Donc, finalement, les couples se font super tôt, même à l'époque de l'école, quoi. En France, tu as les écoles techniques dans un coin, dans un campus, tu as les écoles business à l'opposé. Même si Polytechnique, par exemple, et HEC sont à peu près semblables, c'est à Saclay, globalement, les gens ne se mélangent pas, quoi. Et donc, ce qu'il faut, c'est comme quand tous les gens qui ne se mélangent pas, quoi. C'est-à-dire qu'il faut les mélanger, quoi. Donc, quand tu es un CEO, il faut que tu passes tes journées dans des trucs de geek, donc dans des forums de programmeurs, dans des sacs de programmeurs, dans des événements de programmeurs. Et quand tu es CTO, il faut aller dans des événements business, quoi. Et le problème, c'est ça, c'est que souvent, c'est pas du tout agréable parce que tu n'as rien à foutre là-dedans. Tu vois. Quand tu es un CTO, tu vas à un événement business, tu as l'impression de perdre ton temps. Et souvent, c'est le cas d'ailleurs. Et c'est super ingrat. Tu ne comprends pas les gens, tu les trouves cons parce qu'ils sont tellement différents de toi que tu n'arrives pas à manager, tu n'arrives pas à faire de lien avec les personnes. Et pour le coup, c'est super compliqué, quoi. Mais il faut le faire quand même, quoi. Et finalement, tu vois, nous, ce qui a marché, et limite, c'est ce que je peux conseiller, en tout cas pour les CTO, c'est de créer, faites des projets et après partagez vos projets, quoi. Pas vos idées à la con, que tout le monde s'en fout. Tout le monde a des idées, tout le monde a des milliards d'idées qui vont devenir des licornes. Mais si vous êtes codeur, codez et montrez ce que vous faites. Finalement, c'est comme ça que j'ai trouvé mon associé à Station F. On faisait un petit projet à la con et plein d'autres fois. C'était souvent avec des projets réels, parce que comme je sais coder, je code des trucs, je les montre aux gens, les gens trouvent... typiquement, c'est comme ça que j'ai rejoint eFounders aussi. C'était parce que j'avais codé un truc qui mettait des bandeaux personnalisés dans les sites web et un certain Clément Delangue, qui aujourd'hui est le CEO de Hugging Face, a trouvé le truc par hasard, je ne sais plus comment, et il m'a dit tiens, c'est rigolo ton projet, vas-y, on en parle. Et on s'est vu à Paris, on en a parlé. Il était super intéressé par les idées, on a un peu réfléchi, etc. Et finalement, on n'a pas trouvé de trucs qui matchaient. Mais il m'a présenté Thibaut, par exemple. Et même ça m'a pas trouvé un CEO, ça m'a trouvé Thibaut Elzière, qui est pas si mal non plus. Et ça m'a permis d'avancer dans le monde de l'entrepreneuriat, quoi. Donc, c'est créer des trucs et surtout partagez-les. Parce qu'un gros problème de CTO, c'est qu'ils codent des trucs, mais ils les laissent dans leur coin sur la disque dure, quoi. Et donc, il y a un bouquin là-dessus qui s'appelle Show Your Work et c'est vraiment le truc, quoi. C'est CTO, codez un truc, parlez-en autour de vous, peu importe ce que ça fait. Le building public, c'est beaucoup ça, sauf que c'est souvent centré sur le chiffre d'affaires qu'ils font et des trucs comme ça. Et ça, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est montrer des projets que vous avez faits et dans le tas, prier pour qu'un CEO le voit, quoi. Et à tous les événements, tous les endroits, à chaque fois, parler de vos projets, de ce que vous allez faire. Et il y aura forcément un moment où il y aura un gars qui va dire oh putain, mais ce mec, il fait des trucs intéressants. Et c'est avec ça symbiose, quoi. Donc c'est beaucoup opportuniste, beaucoup de chance, mais tu peux augmenter la chance en montrant ce que tu sais faire, en le faisant réellement et pas juste en le théorisant, quoi. Ouais. Et le CEO, c'est pareil. Hein. Dans l'autre sens, c'est vends. Si ton but, c'est de vendre, montre à quel point tu es créatif et que tu sais vendre des trucs de dingue, quoi. Et si tu vois un CTO, tu lui demandes ce qu'il fait et tu vas dire tiens, attends, on pourrait le faire comme ça, comme ça, comme ça. Et pour le coup, tu vas attiser le CTO en mode putain, ce mec-là, il a vraiment des bonnes idées pour vendre, ça peut être intéressant, quoi. Tu vois, faut vraiment mettre en avant ses grosses forces. Et après, créer le lien, Station F, c'est un bon exemple parce qu'il y a plein de gens passionnés par l'entrepreneuriat. Mais ça peut être un indie hacker, ça peut être. Il y a des milliards d'événements là-dessus, quoi. Ce qui est ingrat, c'est que ça peut prendre un temps fou, quoi. Moi, j'ai mis 10 ans pour trouver un associé. Donc, c'est un boulot ingrat. Mais c'est un peu comme trouver sa femme, la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. C'est hyper ingrat. Mais voilà, c'est les mêmes recettes, en fait. C'est vraiment la même recette de l'amour, de comment tu trouves
ta moitié, c'est des rencontres, des sites de rencontres, du hasard, aller voir des copains. Des échecs et puis... Les échecs, et beaucoup d'échecs. Il faut beaucoup tester. Il y a aussi beaucoup de gens qui franchissent pas le pas parce que ils se disent est-ce que c'est vraiment le bon? C'est comme en amour. Est-ce que c'est le bon ou pas? Et finalement, ils vont avoir peur, quoi. Notre méthode de dire faites un petit projet pendant un mois et testez-vous, ça engage à rien. On n'a pas parlé de contrat, on n'a pas parlé d'argent, on a juste dit ok, moi je connais un truc, ça nous paraît bien, vas-y toi vends-le et on voit, tu vois, et on parlera de contrat plus tard, quoi, quand vraiment on aura vu que ça vaut le coup, quoi. Tu vas pas demander en mariage la meuf au deuxième date. C'est sûr. C'est un peu le même délire, quoi. Faites des trucs. Si vous perdez, vous savez que si vous perdez, mettez-vous d'accord. C'est oui, on a perdu un mois de notre vie. Bon, est-ce que c'est grave? Je pense pas. Et si ça marche, qu'est-ce qu'on fait? Et on avance comme ça, quoi. Donc pas hésiter à tester sans partir dans des trucs fumeux de qu'est-ce qu'on va faire le jour où on lèvera 4 milliards, mais de ne pas hésiter de tester les rencontres, de faire des projets concrets avec. Et c'est là que vous verrez si c'est une bonne personne ou pas. Parce que trouver des CEO, c'est facile. Trouver un bon CEO, c'est dur. Et trouver un CTO, un développeur, c'est facile. Par contre, trouver un bon développeur, c'est difficile, quoi. Et le seul moyen de le savoir, c'est de faire un truc avec, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, François, de faire un projet test avec quelqu'un pour que vous puissiez vous tester, c'est bien. Exactement. Surtout qu'au final, le plus important, je pense, c'est l'humain, quoi. C'est vraiment la relation. C'est même pas les compétences. C'est-à-dire que 2 mecs moyens, s'ils s'entendent comme des dingues, ils pourront faire des dingueries, quoi. Tu vois, ils apprendront, ils évolueront, je sais pas quoi. Alors que tu prends 2 experts ensemble, mais qui se tolèrent sans plus, ça marchera jamais, quoi. Donc il y a quand même le vrai truc, c'est de vivre ensemble, quoi. C'est un mariage, hein. Tout le monde dit que l'entrepreneuriat et les fondateurs, c'est un mariage. C'est vraiment un mariage, quoi, avec tous les avantages et les inconvénients. Ouais, quand tu dis un bon CTO, un bon CEO, c'est pas quelqu'un qui est genre extrêmement bon dans ce qu'il fait, mais c'est celui qui aura la meilleure cohésion avec toi, avec qui vous allez bien vous comprendre et qui va faire que justement vous allez réussir à avancer ensemble et à pousser le projet, quoi. Parce que si tu as un CTO mais qu'en fait vous comprenez jamais, que tu te prends la tête en permanence, ça va être compliqué d'avancer, quoi. Génial. Merci beaucoup, les gars. Comment est-ce qu'on peut rediriger les personnes qui ont écouté jusqu'ici ce podcast vers ce que vous faites, vers vous? Qu'est-ce que vous voulez partager? Linktime, je pense, principalement, vu que c'est le projet sur lequel on va bosser le plus, c'est sur lequel on a bossé le plus en ce moment et sur lequel on va encore bosser prochainement. Et sinon, je dirais, si ça vous intéresse, si vous êtes un bon bisgueil, vous pouvez venir nous voir. On a plein de projets super passionnants. Et si vous voulez refaire une aventure sur un projet, parce que pour le coup, il y a des vrais potentiels à la list de projets où on peut faire des beaux lancements, n'hésitez pas à nous contacter, quoi. On est sur sacode.fr. Ou sinon sur LinkedIn ou n'importe où. N'hésitez pas à contacter, sera ravi d'échanger avec vous, même si vous avez des questions business ou autre, peu importe, on est super ouvert pour échanger avec des entrepreneurs ou des développeurs, n'importe qui est intéressé par l'entrepreneuriat, la technique et les sujets un peu de ça. N'hésitez pas à venir nous voir et à discuter. Merci beaucoup. Merci Léo pour l'invitation. Merci à toi.